Bienvenue à Conte policier, où les secrets s'agitent dans les coins ombragés. Ce soir, rejoignez Miss Marple alors que nous découvrons quel secret se cache derrière la porte du jardin. Un indice caché, un village tranquille, un secret qui attend d'être dévoilé. Que le mystère commence. C'était un chaud après-midi de juin à St. Mary Mead, le genre de journée où même les ragots du village semblaient s'attarder paresseusement au soleil. Les pelouses du presbytère s'étendaient, soigneusement entretenues et agrémentées de chaises en osier, tandis que le parfum des roses et des scones fraîchement sortis du four flottait dans l'air. Madame Clement, toujours l'hôtesse enthousiaste, avait organisé sa garden party annuelle, un événement que tout St. Mary Mead célébrait avec la solennité d'une foire de comté et la discrétion d'un champ de bataille. Les enfants se poursuivaient le long des haies, le vieux colonel Melchett se plaignait du manque de sherry, et Madame Price Ridley lançait son air habituel de désapprobation sur tout ce qui se présentait à elle. Mademoiselle Jane Marple, confortablement assise sous un parasol, ses aiguilles à tricoter flamboyantes, semblait n'écouter qu'à moitié les bavardages de Madame Bantry. Pourtant, derrière son regard doux, elle absorbait chaque remarque insignifiante, chaque regard en coin, comme s'il s'agissait des indices d'une énigme encore à résoudre. Le bourdonnement agréable des rires et du tintement des tasses de thé fut interrompu par un vacarme soudain près de la tonnelle de rosier. Un cri strident, surpris et étouffé traversa la salle. Les invités se retournèrent, leurs tasses de thé figées en l'air pour voir la jeune Lily Prentice, la nouvelle femme de chambre du vicaire, tituber en arrière, les mains tremblantes. À ses pieds, affalé sur l'herbe, gisait la silhouette immobile de M. Harold Carston, le riche célibataire qui, quelques instants auparavant, discutait joyeusement de ses investissements. Des halètements retentirent lorsque Madame Clément laissa tomber sa théière et que le colonel Melchett aboya des ordres inutilement. Le docteur Haydock fut appelé, mais un simple coup d'œil au visage blême de Carston et à sa posture anormalement tordue indiqua clairement qu'aucune aide terrestre ne pouvait plus le sauver. La garden party se transforma en une scène d'horreur murmurée et de conjectures frénétiques. Certains affirmaient que la chaleur l'avait vaincu, d'autres murmuraient à propos de sa faiblesse cardiaque, et quelques yeux écarquillés par une fascination morbide suggéraient un poison. Pendant tout ce temps, Miss Marple restait immobile, son tricot posé sur ses genoux. Elle savait, comme toujours, que ce qui semblait soudain et inexplicable était souvent le résultat d'une longue préparation. Quelque part derrière les haies soigneusement entretenues et les manières raffinées de St. Mary Mead, un secret s'était réveillé et, de la manière la plus publique qui soit, il s'était révélé. Le lendemain de la garden party du presbytère, le matin s'annonçait d'une sérénité trompeuse. Le soleil de juin filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle. Les cloches de l'église marquèrent leur rythme habituel et le laitier descendait l'allée en claquant des bouteilles. Mais sous le calme apparent de St. Mary Mead, les conversations bouillonnaient comme une bouilloire laissée trop longtemps sur le feu. Le meurtrier. La mort subite, comme certains préféraient encore l'appeler, s'était répandue dans le village plus vite que l'odeur du chèvrefeuille. Lorsque Miss Marple descendit l'étroit escalier de sa chaumière recouverte de lierre, il était déjà de notoriété publique que M. Harold Carston était tombé malade au presbytère. Cette phrase, murmurée par-dessus les clôtures et à travers les haies, avait un poids étrange. Chacun savait ce qu'elle signifiait, mais personne n'osait la prononcer clairement avant que d'autres ne l'aient fait. Chez l'épicier, on entendait Madame Bantry s'exclamer avec délectation que la situation était trop soudaine pour la nature. Devant le bureau de poste, M. Pottle estimait que Carston avait toujours été un peu trop vigoureux pour son âge, tandis que Mademoiselle Hartnell rappelait à tous ceux qui l'entendaient qu'une vie d'investissement et de spéculation était rarement synonyme d'une santé robuste. Miss Marple, s'arrêtant pour récupérer son courrier, acquit en une demi-heure plus d'assurance que la plupart des détectives en une semaine. Sa présence discrète semblait inviter à la spéculation et chaque villageois semblait désireux d'apporter sa petite parcelle de savoir. « Je suppose que c'était son cœur, dit Madame Price Ridley d'un ton ferme, même si son regard se posa nerveusement sur le visage de Mademoiselle Marple, comme en quête d'approbation. Les hommes comme ça, si imbus d'eux-mêmes, vous savez, ont toujours des points faibles. » Miss Marple se contenta d'incliner la tête, murmurant quelque chose au sujet des mystères de la Providence. Cependant, intérieurement, elle remarqua l'empressement de Madame Price Ridley à prononcer son jugement. Ceux qui insistaient trop sur une explication se défendaient souvent contre une autre. Pendant ce temps, au presbytère, la vie était devenue confuse et trépidante.
La pauvre Madame Clément semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit, se tordant les mains à la pensée du terrible malheur d'un invité périssant sur sa pelouse. Le vicaire, bien que profondément attristé, s'efforçait de conserver son calme clérical, prodiguant des paroles de réconfort qui ne parvenaient guère à apaiser l'agitation de sa maison. Lily Prentice, la servante qui avait découvert le corps de Carston, n'avait pas été revue depuis la fin de la fête. Elle s'était retirée dans sa petite chambre mansardée, tremblante de peur, et la cuisinière, Madame Robbins, avait déclaré qu'elle n'était plus apte à travailler, pas après ce choc. L'absence de Lily, cependant, suscita des murmures. Pourquoi s'était-elle retrouvée près de la tonnelle de roses? Avait-elle vu quelque chose de plus qu'elle ne le laissait paraître? Le docteur Haydock, toujours vif et pragmatique, avait informé la police que la mort de Carston ne pouvait être considérée comme naturelle. Bien qu'aucun flacon de poison n'ait été retrouvé, les symptômes s'étaient rapidement estompés, une étrange décoloration des lèvres suggérant une intervention. Le colonel Melchett, en tant que chef de la police du comté, n'a pas tardé à annoncer l'ouverture d'une enquête officielle. Au milieu de l'après-midi, les ruelles de St. Mary Mead étaient animées de théories concurrentes. Au Blue Boar, l'aubergiste jura que Carston avait des ennemis à Londres qui l'auraient peut-être suivi à la campagne. Dans le cimetière, la vieille Madame Swettenham murmura qu'il s'agissait probablement d'une main féminine, car Carston avait toujours été trop généreux en compliments. Pendant ce temps, le jeune Tommy Harwood, surpris en train de se vanter auprès de ses amis, déclara avoir vu Carston se disputer avec Millionnaire Ashcroft, le nouveau notaire du village, une semaine auparavant. Miss Marple, assise cet après-midi-là dans son jardin avec son tricot, entendait ces histoires racontées par des voisins qui passaient, sous prétexte d'emprunter du sucre ou de s'enquérir de sa santé. Elle adressait à chacun le même signe de tête bienveillant, rangeant les fragments comme les pièces d'un patchwork. Ce n'étaient jamais les grandes déclarations qui révélaient la vérité, mais les petites incohérences que d'autres ignoraient. Feu M. Harold Carston était, de la vie générale, un homme aisé. Il avait acheté une belle maison à la lisière du village 2 ans plus tôt, amenant avec lui une gouvernante et un goût prononcé pour les réceptions. Bien qu'apparemment sympathique, son arrivée n'avait pas été accueillie avec enthousiasme. Certains le considéraient comme d'une générosité charmante, d'autres comme d'un orgueilleux insupportable. Carston était célibataire, ce qui suscitait à la fois intérêt et spéculation. La rumeur suggérait qu'il avait été fiancé, mais la question de savoir qui le lui avait accordé était sujette à débat. Sa fortune, liée à divers investissements dans le transport maritime et l'immobilier, faisait de lui un objet de curiosité, voire d'envie. Pourtant, sous ses dehors joviaux, on entendait toujours parler de dettes, de querelles avec des associés et d'un tempérament difficile à maîtriser. Maintenant, après sa mort soudaine, ces murmures redoublèrent de force. Chaque villageois avait une raison de raconter une remarque insignifiante ou curieuse. Madame Bantry se souvenait de sa vive réaction envers Lily Prentice lorsqu'elle avait renversé du thé sur son pantalon. M. Pottle insistait sur le fait que Carston avait refusé d'investir dans l'entreprise prometteuse de son neveu, la rejetant avec ce qu'il qualifiait d'arrogance des plus antichrétiennes. Et le colonel Melchett murmurait sombrement que les hommes de la trempe de Carston détenaient souvent des secrets que les gens respectables préféraient à ne pas entendre. Malgré tout cela, Miss Marple demeurait sereine en apparence. Elle tricotait avec assiduité, ses aiguilles cliquetant doucement au rythme du murmure des voix. Mais son esprit n'était pas oisif. Elle songea, par exemple, aux détails curieux de la découverte du corps par Lily Prentice. La jeune fille avait crié comme si elle était véritablement surprise. Mais avait-elle crié parce qu'elle trébuchait sur la mort ou parce qu'elle s'attendait à autre chose? Elle réfléchit également à la position particulière de Carston au sein du village. Il avait été à la fois central et un élément essentiel d'un homme accueilli lors des rassemblements, sans toutefois jamais véritablement s'intégrer à la vie de St. Mary Mead. Les gens lui souriaient, mais leurs sourires n'atteignent pas toujours leurs yeux. Et Miss Marple, qui avait passé sa vie à observer les subtilités du comportement humain, savait pertinemment qu'un homme qui suscitait l'envie, le désir ou le ressentiment finirait par susciter des sentiments plus sombres. À sa manière discrète, elle remarqua l'empressement avec lequel chaque villageois cherchait à se distancier de tout soupçon. Plus les protestations d'innocence étaient fortes, plus elles devaient être pesées avec soin. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur le village et que les lampes brillaient aux fenêtres des chaumières, Miss Marple accueillit la visite de sa vieille amie Madame Bantry.
Confortablement assise près du foyer, Madame Bantry se pencha en avant, avec la joie de quelqu'un qui annonce une nouvelle importante. « Ma chère Jane, commença-t-elle en baissant la voix, bien qu'il n'y ait personne d'autre. On dit que la police s'est déjà fait une opinion. Et tu sais ce que ça veut dire. Ils arrêteront le premier suspect probable, et cette pauvre Lily Why, elle n'aura aucune chance. » Miss Marple regarda pensivement le feu, ses aiguilles posées sur ses genoux. « On est souvent prompte à croire à l'explication la plus simple, dit-elle doucement. Mais la nature humaine, hélas, est rarement simple. » Madame Bantry, légèrement déconfite devant le calme de son amie, insista. « Eh bien, j'ose croire que tu verras clair. Tu le fais toujours. Dis-moi seulement, Jane, qui crois-tu que c'était ?» Miss Marple sourit faiblement, ses yeux pétillants à la lueur du feu. « Ma chère Dolly, il est bien trop tôt pour tirer de telles conclusions. Il faut écouter attentivement, voyez-vous, et observer le comportement des gens lorsqu'ils pensent que personne ne les remarque. La vérité, j'ai souvent constaté, est peu encline à rester cachée. Dehors, la nuit s'épaississait, emportant avec elle le murmure incessant des spéculations qui circulaient de chaumière en chaumière. À St. Mary Mead, la paix était fragile et, déjà, le village commençait à se fissurer sous le poids de la suspicion. Miss Marple, sereine et discrète, restait assise, immobile, son esprit organisant tranquillement les bribes de conversation, les esquisses d'émotion, les petites trahisons d'expression. Quelque part, au milieu des ragots et des conjectures, se trouvait la vérité. Et bien que personne ne s'en rendît encore compte, la vieille dame aux aiguilles à tricoter en traçait déjà les contours. L'enquête officielle débute avec une vive détermination, même si, sous la surface, se cachait le mélange familier de confusion et de certitude, qui accompagne si souvent les efforts de la police locale. Le colonel Melchett, large d'esprit et autoritaire, prit les choses en main, avec l'assurance d'un homme qui se fiait davantage à son autorité qu'aux nuances subtiles. L'inspecteur Slack, son subordonné, s'activait avec empressement, griffonnant dans son carnet, mais on pouvait déjà voir son esprit se rétrécir sur la voie la plus évidente. Ce matin-là, le presbytère redevint malgré lui le centre de l'attention. Madame Clément, pâle et agitée, reçut les fonctionnaires dans son salon, tandis que son mari se tenait à ses côtés, grave mais patient, comme un homme habitué à supporter les malheurs des autres. Lily Prentice fut sommée de rendre compte une fois de plus, bien que sa voix tremblante ne fût qu'un murmure. « Je l'ai trouvé là, tel qu'il était, » répéta-t-elle en se tordant les mains. « J'ai d'abord cru qu'il s'était évanoui, mais ensuite j'ai vu ses yeux. » L'inspecteur Slack, peu tolérant envers les nerfs féminins, la pressa de questions jusqu'à ce qu'elle soit au bord des larmes. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin sous prétexte de lui offrir un soutien moral, observait chaque mot, chaque hésitation, et surtout les expressions qui se lisaient sur les visages lorsque des sujets délicats étaient abordés. Le docteur Haydock, interrogé, s'exprima avec une précision clinique. « Je ne peux pas encore en déterminer la cause avec certitude, dit-il, mais les signes s'opposent à une cause naturelle. La décoloration des lèvres et l'apparition rapide des symptômes suggèrent un empoisonnement. Il existe des substances, facilement disponibles, qui peuvent produire de tels effets. Une autopsie le confirmera. » Le colonel Melchett fronça les sourcils. « Du poison, hein? Saleté. Des armes de femme, dit-on. » Son regard se posa brièvement sur Lily, qui se recroquevilla sur sa chaise. Il ne fallut pas longtemps pour que les rumeurs du village se transforment en soupçons contre la servante. Après tout, c'était elle qui avait découvert le corps. Elle n'avait pas de famille pour défendre sa réputation, aucune position sociale en dehors de son emploi, et sa timidité en faisait une cible facile pour les conjectures. L'inspecteur Slack semblait particulièrement intéressé par cette piste. « Une opportunité, monsieur, » expliqua-t-il au colonel Melchett dans le hall du presbytère. « Elle était assez près et personne d'autre ne l'a vu tomber. Il a peut-être glissé quelque chose dans son thé. » Le vicaire protesta aussitôt. « Absurde, Slack. Lily est une fille honnête, quoique timide. Elle ne... » Mais Slack se contenta de pincer les lèvres. « Pardon, monsieur, mais j'ai vu de nombreux cas où personne n'avait cru la fille capable jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Miss Marple, qui lissait le fil de son tricot de ses doigts délicats, leva les yeux d'un air innocent. « Il est vrai que les apparences peuvent être trompeuses, » remarqua-t-elle. « Je me souviens qu'à notre institut des femmes, notre chère petite Elsie May semblait l'image même de la douceur, jusqu'à ce que nous découvrions qu'elle cachait une collection de cuillères à café volées dans son sac à ouvrage. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent, inspecteur. » Slack s'illumina devant ce soutien apparent, tandis que le vicaire fronçait les sourcils, mais les yeux de Miss Marple pétillaient, tandis qu'elle se penchait à nouveau sur ses aiguilles.
Ceux qui la connaissaient bien auraient pu soupçonner qu'elle avait simplement tendu un piège délicat, guettant la rapidité avec laquelle Slack s'y jetterait. L'enquête s'est ensuite portée sur la question du mobile. Car pourquoi vouloir rater la fin de M. Harold Carstone? Sur ce point, les villageois se sont montrés plus que conciliants. Madame Price Ridley, interrogée sur ses souvenirs, pinça les lèvres de satisfaction. Je ne peux pas dire que j'ai été surprise. Un homme de ses habitudes, toujours en contact avec des gens de réputation douteuse, et beaucoup d'argent, de tels hommes attirent toujours des ennuis. Peut-être a-t-il égaré une pauvre fille, et eh bien, les femmes peuvent être dangereuses lorsqu'on les abuse. M. Pottle, convoqué pour interrogatoire, marmonnait des querelles d'affaires. Carstone ne donnait pas un sou pour quoi que ce soit de local. Il se moquait toujours de nos entreprises, disant que nous n'avions pas le sens d'investir correctement. Nombre de jeunes hommes lui en voulaient, c'est tout. Madame Bantry elle-même, pressée par le colonel dans son salon, avoua que Harold Carstone avait été trop généreux dans ses compliments envers certaines femmes, y compris elle-même. Non pas que cela me dérange, bien sûr, ajouta-t-elle en riant, mais d'autres auraient pu s'en offusquer. Petit à petit, le portrait se dessina. Carstone avait été un homme admiré par certains, détesté par beaucoup et toléré par la plupart. Sa bonhomie cachait une habitude de parler trop librement, de mépriser les autres sans ménagement et de s'immiscer dans des affaires qu'il valait mieux laisser de côté. Pendant ce temps, Miss Marple rassemblait ses notes discrètes, non sur papier, car elle n'en avait pas besoin, mais dans les compartiments soigneusement rangés de sa mémoire. Elle observait Lily rougir à chaque fois que le nom de M. Ashcroft était mentionné. Madame Clement tremblait au souvenir des détails de la mort, et le colonel Melchett serrait les dents à l'idée d'un scandale s'immisçant dans son comté bien tenu. Surtout, elle remarquait les petits détails, ceux qui semblaient insignifiants aux yeux des autres. Une hésitation ici, un déni hâtif là, la gestuelle des mains à la prononciation d'un nom. C'étaient là, elle le savait, les fils qui, une fois tissés ensemble, révélaient toute la tapisserie. À la fin de la journée, l'inspecteur Slack était parvenu à sa conclusion. La jeune fille est la suspecte la plus probable, déclara-t-il avec satisfaction. Nous allons enquêter sur ses antécédents, bien sûr, mais croyez-moi, monsieur, c'est toujours la servante dans ces affaires. Il est assez facile d'obtenir un poison, assez facile de le glisser dans une tasse. Le colonel Melchett, bien que moins sûr de lui, ne le contredit pas. Très bien. Mais veillez à ce que nous soyons minutieux. Si la situation dégénère, la moitié des journaux du comté seront là pour fouiller. Miss Marple, assise près de l'âtre du presbytère avec son tricot, parlait si bas que personne ne la remarqua d'abord. « C'est dangereux, dit-elle, de prendre la voie facile. Il faut examiner attentivement tous les chemins, même ceux qui semblent trop envahis par la végétation pour être empruntés. Bien souvent, voyez-vous, la vérité ne se trouve pas là où on l'attend, mais juste au-delà de la haie. » Slack, n'entendant qu'un faible murmure, ne lui prêta aucune attention. Mais le vicaire la regarda d'un air pensif, comme s'il reconnaissait une sagesse que les fonctionnaires avaient négligée. Ce soir-là, St. Mary Mead s'installe à nouveau dans un silence inquiétant. Des lampes brillaient derrière des rideaux de dentelle, mais les conversations étaient étouffées, comme si chacun craignait d'être entendu. La suspicion qui s'était installée pendant la journée se répandit discrètement, comme du lierre sur la pierre. Lily Prentice, dans sa petite chambre mansardée, pleurait doucement dans son oreiller, moins effrayée par sa conscience que par le regard accusateur de ses voisins. Madame Clement, toujours bouleversée, confia à son mari qu'elle craignait que la fête ne restât jamais gravée dans les mémoires pour sa tragédie. Et au Blue Boar, M. Ashcroft, l'avocat, était assis seul devant un verre de Bordeaux, l'air indéchiffrable. Miss Marple, seule dans son cottage, posa son tricot et tira les rideaux pour se protéger de la nuit. Elle se servit un petit verre de lait et resta assise, silencieuse, à réfléchir. Elle repensa au sourire bienveillant d'Harold Carstone, au cri de surprise de Lily, à l'air impatient et renfrogné du colonel Melchett. Surtout, elle pensa au portail du jardin du presbytère, à moitié caché par les roses, rarement remarqué, et pourtant étrangement suggestif. On oubliait souvent les portails, songea-t-elle. On pensait qu'ils ne menaient à rien d'important. Mais les portails menaient toujours quelque part. Dehors, l'horloge de l'église sonna l'heure. Miss Marple sirote son lait et s'autorisa un léger sourire. Il était bien trop tôt pour dire ce qui s'était passé à la garden party. Mais elle était certaine d'une chose, la vérité. Telle une mauvaise herbe dans le sol, finirait par se frayer un chemin, même si on la cachait soigneusement. Il suffisait de patience et d'être attentif aux petits détails que les autres ignoraient. Demain,
Elle le savait, apporterait de nouvelles révélations, et elle, silencieuse et discrète, serait prête. Les jours qui suivirent et à la mort d'Harold Carston s'installèrent à St. Mary Mead, un rythme étrange, apparemment calme, mais chargé d'un soupçon sourd. Les villageois continuaient d'aller à l'église, de soigner leurs rosiers, d'échanger des plaisanteries sur la Grand-Rue, mais sous chaque sourire se cachait une question que personne n'osait exprimer trop clairement. Qui parmi eux avait commis un meurtre? Le colonel Melchett et l'inspecteur Slack avaient clairement exprimé leur position. Lily Prentice, la servante, restait leur principale suspecte. Sa découverte du corps, sa présence près de la tonnelle de Rose au moment critique, et sa nervosité visible formaient un tableau trop convaincant pour que Slack puisse y résister. Il avait déjà enquêté sur son passé, impatient de découvrir une tâche qui pourrait sceller son destin. Mais tandis que les fonctionnaires s'occupèrent de l'évidence, Miss Marple écoutait, comme toujours, les voix plus douces, les murmures, les détails négligés, les petites trahisons humaines qui révélaient plus d'une douzaine de témoignages. La pauvre Lily se retrouva de plus en plus isolée. Le village, prompt à se mobiliser en cas de besoin manifeste, était plus lent face au scandale. Chez le boulanger, les conversations se turent lorsqu'elle entra, et les pains furent servis sur le comptoir avec une politesse forcée. Les enfants, autrefois avides de bavarder avec la jolie servante, la regardèrent maintenant avec méfiance. Un après-midi, Miss Marple, portant son panier à tricot, rencontra la jeune fille près du bureau de poste. Les yeux de Lily étaient rouges à force de pleurer, ses mains tremblèrent tandis qu'elle serrait une lettre. « Bonjour, ma chère, dit doucement Miss Marple comme si de rien n'était. Belle journée, quoiqu'un peu trop chaude pour de la laine épaisse. Il faut faire attention à ne pas trop se fatiguer avec une telle chaleur. » Lily força un sourire, puis hésita. « Ils pensent tous que c'est moi, Miss Marple. Je les entends chuchoter. Ils disent que c'est moi qui ai fait ça. » Miss Marple posa une main réconfortante sur son bras. « Les langues de village sont vives, ma chère, mais la vérité a le don de s'imposer, comme des pâquerettes entre les pierres. Ne laissez pas la peur vous réduire au silence. Dites-moi, étiez-vous bien seule lorsque vous avez rencontré ce pauvre monsieur Carston ?» La fille hésita. « Je le croyais. Mais juste avant de crier, j'entendis le portail du jardin grincer. L'espace d'un instant, je crus que c'était le vent. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais elle ne dit rien d'autre qu'un murmure rassurant. Les portes, songea-t-elle, grinçaient rarement sans raison. Au presbytère, le colonel Melchett mena ce qu'il qualifia de série d'interrogatoires approfondis. En pratique, il s'agissait principalement de questions directes qui laissaient ses sujets perplexes ou pleins de ressentiment. Il rend visite à maître Leonard Ashcroft, l'avocat, qui garde un air calme, quoique quelque peu réservé. « Vous avez eu affaire à Carston, je crois ?» demanda le colonel d'un ton sévère. Ashcroft ajusta ses lunettes. Effectivement, il demandait conseil concernant certains investissements. Je lui ai clairement dit que je ne pouvais pas cautionner ses projets. Il était mécontent. Assez mécontent pour se disputer, assez mécontent pour élever la voix. Mais c'était tout. Colonel, une divergence d'opinion ne constitue pas un mobile de meurtre. L'inspecteur Slack griffonne furieusement dans son carnet. À ses yeux, une dispute était un motif suffisant, si l'on voulait l'interpréter ainsi. Plus tard, le colonel a interviewé Madame Bentry, qui a déclaré qu'elle n'avait que de l'admiration pour feu M. Carston, bien que son ton suggérait un plaisir à raconter ses faiblesses. « Oh, il était généreux à l'excès, dit-elle, quoique peut-être un peu trop prévenant. Pourtant, on pardonne à un homme de son âge de telles indulgences. J'ose dire qu'il s'est même trop fait remarquer. Ce genre de choses engendre la jalousie, vous ne trouvez pas ?» Le colonel Melchett fronça les sourcils. Il n'appréciait pas les vagues notions de jalousie, préférant les suspects directement pointés du doigt. Lily restait donc la réponse la plus simple. Les ragots de St. Mary Mead commencent à se diviser en factions. Certains, comme Madame Price Ridley, affirmaient avec une certitude inébranlable que Lily devait être coupable. « Les domestiques ne sont jamais vraiment ce qu'ils paraissent, » annonça-t-elle autour d'une tasse de thé. « Ils peuvent me paraître doux, mais ce sont souvent les plus doux qui nourrissent le ressentiment. » D'autres, cependant, étaient moins convaincus. Le docteur Haydock, bien que brusque, défendait la personnalité de la jeune fille. « Elle est simple d'esprit, insistait-il à quiconque l'interrogeait. Pas de tête pour une telle méchanceté. Du poison, voilà qui exige du calcul. » Le jeune Tommy Harwood, avide de suspense, jura à ses compagnons avoir entendu Carston menacer Ashcroft quelques jours auparavant. Il avait dit qu'il le ruinerait, là, dans la ruelle. Je l'ai entendu comme un éclair. « Et
Madame Clément, bien que profondément bouleversée, avoua un soir à mademoiselle Marple qu'elle ne parvenait pas à effacer de sa mémoire l'image du visage de Carston assis sous la tonnelle. Il y avait dans son expression quelque chose de presque impatient, comme s'il avait attendu quelqu'un. Cela me glace encore. Pendant tout ce temps, Miss Marple conservait son rôle d'auditeur discret. Elle tricotait au coin du feu dans son salon, sirotait du thé à la table de ses voisins et posait le genre de questions qui semblaient n'être que la curiosité d'une vieille dame. Mais sous ces questions, son esprit traçait des schémas invisibles aux yeux des autres. Elle songea au grincement du portail dont Lily avait parlé. Qui d'autre aurait pu entrer ou sortir du jardin sans se faire remarquer? Elle se souvint de l'empressement de Madame Bantry à décrire les attentions de Carston, et se demanda si d'autres les auraient perçues avec moins d'indulgence. Et elle pensa souvent à Ashcroft, dont le calme semblait peut-être un peu trop répété, comme s'il s'exerçait à l'innocence devant un miroir. À la fin de la semaine, le colonel Melchett annonça sa décision. « La jeune Prentice sera placée sous étroite surveillance, déclara-t-il au presbytère. Nous avons de bonnes raisons de la garder en détention jusqu'à ce que des informations complémentaires soient recueillies. » Miss Marple, assise, son tricot à la main, parlait si bas que Slack dut se pencher pour l'entendre. « Il est très facile, dit-elle, de prendre le silence pour de la culpabilité. Mais parfois, voyez-vous, le silence n'est que le cri de quelqu'un trop effrayé pour parler. » Slack fronça les sourcils, impatient de résoudre les énigmes. « Vous dites qu'elle est innocente, Miss Marple ? » ?»« Oh, pas du tout, inspecteur. Je veux juste dire qu'il ne faut pas confondre les apparences avec la vérité. Dans notre village, un jour, un jardinier fut accusé d'avoir volé des carottes parce que ses mains étaient tachées d'orange. Il s'avéra qu'il avait simplement mélangé de la peinture pour l'Institut des femmes. La vérité, voyez-vous, était bien moins évidente que les preuves le laissaient entendre. L'inspecteur marmonna quelque chose à propos de vieilles histoires, mais le colonel Melchett parut troublé. Il détestait l'incertitude. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur St. Mary Mead, Miss Marple rentre lentement chez elle par le chemin. Les roses des jardins de cottage brillaient faiblement dans la pénombre, leur parfum emplissant l'air. Elle s'arrêta près du presbytère, jetant un coup d'œil au portail du jardin à moitié caché par les haies. C'était un portail ordinaire, usé par les intempéries et sans intérêt. Pourtant, le regard de Miss Marple s'y attarda avec une intensité silencieuse. Les choses ordinaires, elle le savait, cachent souvent des secrets extraordinaires. De retour dans son salon, elle posa son tricot et contempla le feu. Les pièces du puzzle étaient encore éparpillées, mais déjà elle sentait la silhouette de quelque chose en dessous, une ombre, faible mais indéniable. Lily Prentice n'était pas la seule réponse. Elle en était certaine. Quelque part, derrière les bavardages du village, derrière les jugements hâtifs, se cachait la main qui avait guidé Harold Carston vers la mort. Et avec le temps, si l'on était très patient, cette main finirait par se révéler. Le dimanche suivant, l'aube était claire et lumineuse, et malgré le carillon régulier des cloches de l'église, l'atmosphère à St. Mary Mead avait changé. Les paroissiens entraient dans le cimetière en murmurant l'enquête en cours, leurs regards passant d'un voisin à l'autre. La suspicion s'était insinuée dans la vie du village, et même les chants semblaient étouffés, comme si personne n'osait élever la voix trop librement en ces temps incertains. Miss Marple était assise à son banc habituel, son tricot soigneusement rangé à côté d'elle, les yeux baissés mais attentifs. Elle observa Lily Prentice, pâle et tremblante, se glisser discrètement au fond. Peu de personnes la saluèrent, même si Madame Clément lui adressa un léger signe de tête encourageant. Monsieur Ashcroft, l'avocat, arriva en retard et prit place au premier rang d'un air solennel. Madame Price Ridley murmura quelque chose de sec à l'oreille de sa voisine, et Miss Marple remarqua que Madame Bantry, bien que souriante, semblait inhabituellement pensive. L'office se déroula comme toujours, les paroles du vicaire pleines de réconfort et de foi, mais l'esprit de Miss Marple s'égara. Car la vérité du comportement humain, avait-elle souvent constaté, se lisait plus clairement dans les gestes subtils d'une assemblée que dans le sermon lui-même. Après la messe, Miss Marple s'attarda dans le cimetière, discutant amicalement avec Madame Bantry. C'est alors que son esprit revint au portail du jardin. Elle se souvint de la confession effrayée de Lily, accompagnée du léger craquement entendu juste avant de découvrir le corps de Carston. La plupart le considèrent comme insignifiant, l'attribution au vent ou au poids des roses effleurant le loquet. Pourtant, Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas négliger l'ordinaire. D'après son expérience, c'était souvent la plus petite chose, la plus négligée, à laquelle il manquait le bouton, une tasse de thé à moitié vide,
qui résolvait tout le mystère. Cet après-midi-là, elle fait une promenade tranquille près du presbytère. Les rosiers poussaient encore en abondance autour du portail, leurs fleurs chargées du parfum de l'été. Le loquet ne présentait aucun signe d'effraction, et le bois était usé par les intempéries, mais sain. Pourtant, lorsqu'elle appuya doucement dessus, elle entendit un grincement ténu, d'une intonation inimitable. Non pas le bruissement insouciant du vent, mais le déplacement délibéré d'un poids. Quelqu'un avait bel et bien franchi ce portail à l'heure même du meurtre. Miss Marple recula, l'air doux. Pour d'autres, la découverte aurait pu paraître anodine. Mais pour elle, c'était le premier fil d'une tapisserie bien plus vaste. Le lendemain, Miss Marple reçoit un visiteur inattendu, le jeune Tommy Harwood, le visage rouge d'importance. « Mademoiselle Marple, commença-t-il avec enthousiasme, vous ne devinerez jamais ce que j'ai entendu. On dit que M. Carston allait modifier son testament. Son notaire, Ashcroft, l'aidait. C'est assez évident, n'est-ce pas? Si Carston avait eu des ennemis auparavant, ils auraient été pires une fois qu'ils auraient su qu'on les avait écartés. » Miss Marple le regarda avec sa patience bienveillante habituelle. « Les rumeurs ont tendance à se propager, Tommy, un peu comme les mauvaises herbes. C'est quand même curieux. Quelqu'un en particulier t'a-t-il dit ça? » Tommy traîna les pieds. Enfin, pas exactement. Sauf que Mme Swettenham avait dit avoir entendu Carston en parler à l'auberge. Et M. Ashcroft n'avait pas l'air ravi. « En effet, » murmura Miss Marple. « Merci, Tommy. Tu as une excellente mémoire pour ce genre de choses. » Une fois le garçon parti, elle repensa à ce nouveau morceau. Si Carston modifiait son testament, cela pourrait éveiller les soupçons bien au-delà de la pauvre Lily. Dans ces cas-là, elle le savait, les esprits s'échauffent facilement, et les vieilles rancœurs refont surface avec une intensité nouvelle. Plus tard dans la semaine, Mademoiselle Marple invita Madame Clement à prendre le thé. L'épouse du pasteur, encore bouleversée par l'ombre que la tragédie avait jetée sur sa famille, apprécia le réconfort d'une conversation tranquille. « Oh, Miss Marple, soupira-t-elle en remuant distraitement sa tasse. Je ne supporte pas toutes ces histoires de poison et de suspicion. Dire que c'est arrivé dans notre jardin? Je me souviens sans cesse de l'air de M. Carston, assis sous la tonnelle, souriant comme s'il attendait quelqu'un. Le regard de Miss Marple s'aiguisa presque imperceptiblement. Elle attendait quelqu'un, dites-vous? Oui, répondit lentement Madame Clément. Ça m'avait frappé, même à ce moment-là. Il avait un verre de limonade intact et regardait sans cesse vers le portail. J'ai pensé qu'il attendait peut-être le colonel ou M. Ashcroft, mais ni l'un ni l'autre n'arrivèrent avant longtemps. Miss Marple posa sa tasse de thé. C'est très intéressant, ma chère. On attend rarement sans raison. Elle n'en dit pas plus, mais son esprit se tourna rapidement. Carston attendait sous la tonnelle, jetant un coup d'œil vers le portail, un verre devant lui. Ce n'étaient pas des détails futiles. Ils formaient, soupçonnait-elle, le cœur même du problème. Pendant ce temps, l'inspecteur Slack gagnait en confiance dans son dossier contre Lily. Il avait découvert qu'elle avait travaillé dans une maison où un scandale avait éclaté une broche disparue, jamais retrouvée. Bien qu'aucun blâme n'ait été imputé à Lily, Slack s'en saisit avec empressement. « Un léopard ne change pas de tache, » annonça-t-il au sanglier bleu, où il fut entendu par la moitié du village. « Elle est coupable, croyez-moi. Le poison et le vol sont les deux faces d'une même médaille. » Le colonel Melchett, bien que plus prudent, laissa Slack poursuivre sa ligne. Mais Miss Marple, en entendant l'histoire, se contenta de secouer doucement la tête. « Les gens sont très prompts à relier des choses sans rapport, fit-elle remarquer à Madame Bantry. Une broche manquante, une mort subite peuvent ressembler à un motif, mais il faut toujours se demander si cela colle vraiment. Ou est-ce, peut-être, trop commode? » Madame Bantry, bien que secrètement ravie par le drame, hocha la tête d'un air sage, comme si elle y avait pensé elle-même. 2 jours plus tard, Miss Marple visita à nouveau le presbytère. Tandis que Madame Clement s'inquiétait des préparatifs de l'enquête, Miss Marple erra, l'air distrait, dans le jardin. Elle s'arrêta sous la tonnelle de rosiers, son regard tombant sur une petite table encore en place après la réception. Là, oubliée par les fonctionnaires, se trouvait une tasse de thé au fond de laquelle se lisait un léger résidu de sucre séché. Rien d'extraordinaire à une garden party. Les tasses à thé étaient montes partout. Pourtant, Miss Marple, se penchant légèrement, remarqua que la tasse ne faisait pas partie du service habituel du presbytère. Elle portait un léger blason sur l'anse, un emblème qu'elle reconnut comme appartenant à l'auberge du sanglier bleu. Se redressant lentement, elle laissa son regard s'attarder sur la tasse. Une tasse empruntée, une tasse mal placée, ou quelqu'un l'avait-il apportée délibérément? C'était pour le moins curieux. Ce soir-là,
De nouveau assise dans son salon avec son tricot, Miss Marple laissa son esprit vagabonder. Le grincement du portail du jardin, le sourire plein d'espoir de Carstone, la limonade intacte, et maintenant les curieux morceaux de la tasse à thé qui, une fois assemblés, laissaient deviner une composition cachée. Carstone attendait quelqu'un à la porte du jardin, ce dont elle était désormais certaine. La tasse de thé empruntée suggérait plus qu'un simple hasard, elle suggérait préparation, prévoyance, et peut-être secret. Mais à qui s'attendait-il? Lily, avec ses manières timides et son visage baigné de larmes, semblait improbable. Ashcroft, avec son calme prudent, peut-être trop probable. Madame Bantry, avec son sourire indulgent, peut-être pas aussi indifférente qu'elle le prétendait. Ou une autre personne. Le puzzle était loin d'être complet. Pourtant Miss Marple sentait les faibles frémissements d'une direction. Elle savait par expérience que la vérité ne résidait pas dans les grands gestes ou les accusations bruyantes, mais dans les détails négligés. Et maintenant, elle tenait un de ces détails en main. Elle sourit faiblement, ajustant le fil sur ses aiguilles. Avec le temps, elle le saurait. Mais pour l'instant, elle attendait. Car la nature humaine, comme les roses, ne se révèle que lorsqu'elle est prête à éclore. L'enquête était prévue pour mardi, et dès lundi après-midi, Saint-Mère-Humide bouillonnait d'impatience. Aucun événement villageois, ni fête, ni souper des moissons, ni braderie paroissiale n'avait suscité autant d'intérêt. Derrière les rideaux de dentelle et dans les échanges chuchotés au comptoir, les spéculations allaient à bon train. Qui serait appelé à parler? Quel secret pourrait être révélé lors d'une audience publique? Miss Marple, se déplaçant discrètement avec son sac à tricot, entendait plus que la plupart. Elle avait appris depuis longtemps que les gens révélaient leurs pensées les plus sincères, non pas par des confessions directes, mais par des remarques hâtives, des mots lâchés, avant même de se rendre compte qu'on les écoutait. Et maintenant, sous la pression du scandale, la noblesse de St. Mary Mead commençait à se fissurer. Madame Price Ridley, qui ne gâchait jamais une occasion de juger, fut la plus virulente dans sa condamnation de Lily Prentice. « J'ai dit dès le début que c'était du poison », déclara-t-elle à Madame Hartnell tandis qu'elles s'attardèrent devant l'épicerie. « Et j'ai dit que ce serait la femme de ménage. Ce genre de fille est élevée sans aucune discipline. Croyez-moi, tout sera dit demain. » Miss Marple, qui choisissait par hasard un sachet de sucre d'orge sur le comptoir, leva doucement les yeux. « C'est remarquable, n'est-ce pas, comme les gens se trompent tout souvent? Je me souviens quand cette chère Madame Simpkins avait accusé son jardinier de lui avoir volé ses laitues, pour finalement découvrir qu'elle les avait plantées dans le mauvais massif. Il faut être très prudent, vous ne trouvez pas? » Madame Price Ridley renifla mais ne répondit pas. Pourtant, Mademoiselle Marple remarqua avec satisfaction le scintillement inquiet des yeux de la femme. Ceux qui condamnaient le plus haut avaient souvent quelque chose à cacher. Entre-temps, l'attention s'était portée sur Leonard Ashcroft, l'avocat. Son nom apparaissait souvent en lien avec les affaires de Carstone, notamment la prétendue modification de son testament. On disait que Carstone avait évoqué cette modification au Blue Boar et que Ashcroft semblait troublé par cette idée. L'inspecteur Slack l'a interpellé juste devant son bureau. « Il paraît que vous n'étiez pas en bons termes avec M. Carstone. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?» Ashcroft, l'air calme, répondit d'un ton neutre. « Nos relations professionnelles étaient cordiales, quoique non exemptes de désaccords. M. Carstone souhaitait que je rédige certaines dispositions que je ne pouvais, en toute conscience, approuver. C'est tout. » Slack eut un sourire narquois. Heureusement qu'il est mort avant que de tels changements ne soient opérés. Le regard de l'avocat se durcit. « Inspecteur, vous insinuez un mobile qui n'existe pas. Je n'ai rien à cacher. » Pourtant, Miss Marple, observant de l'autre côté de la rue, comme si elle admirait simplement un parterre de fleurs, remarqua la façon dont la main d'Ashcroft se serrait sur sa serviette. C'était le geste d'un homme défendant non seulement sa dignité professionnelle, mais aussi quelque chose de plus personnel. Ce soir-là, Madame Bantry rend visite à Mademoiselle Marple avec un air d'un sérieux inhabituel. S'installant dans le fauteuil près du feu, elle se pencha en avant. « Jane, je dois prévenir quelqu'un. Carstone m'a rendu visite peu avant la garden party. Il était, disons, plutôt insistant dans ses attentions. Inoffensif, me disais-je. Mais malgré tout, je me sentais mal à l'aise. Il a proposé qu'on se voie en privé. J'ai refusé, bien sûr. » Miss Marple écoutait en silence, hochant la tête. « Et a-t-il bien pris votre refus ?» Madame Bantry hésita. Il rit. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Comme s'il voulait faire ce qu'il voulait, d'une manière ou d'une autre. « Oh, Jane, tu crois que c'est important ?» « Ma chère Dolly, dit doucement Miss Marple,
Il est toujours important de garder un secret. Que cela prouve un mobile ou simplement une atmosphère, impossible de le dire. Mais la vérité, comme la crème, a le don de remonter à la surface. Madame Bantry soupira, à la fois soulagée et troublée. J'espère seulement que l'enquête ne révélera rien. Arthur ne m'en laisserait jamais entendre la fin. Le sanglier bleu, toujours au cœur des ragots du village, a livré ses propres révélations. L'aubergiste, M. Barnes, a confié à un petit groupe d'habitués que Carston avait commandé une boisson spéciale l'après-midi même de la fête. De la limonade, avec un peu de sirop, dit-il en s'essuyant les mains sur son tablier. Étrange, c'était ça. Il ne prenait jamais de limonade. Toujours du Bordeaux ou du Xérès. Et je vais vous dire autre chose, il a demandé une tasse de thé. Il a dit que c'était pour une occasion en plein air. Il n'y a pas prêté attention sur le moment, mais maintenant il a secoué la tête d'un air grave. Ce détail parvient aux oreilles de Miss Marple par l'intermédiaire de Tommy Harwood, qui le raconta avec enthousiasme. « Voyez-vous, Miss Marple, c'est la même tasse qu'ils ont trouvée sous la tonnelle. N'est-ce pas la preuve que quelqu'un à l'auberge était impliqué ?» Miss Marple sourit faiblement. « Preuve, mon cher, c'est un bien grand mot. C'est certainement une pièce du puzzle. Mais il faut toujours se demander pourquoi une tasse de thé, quand un verre ferait aussi bien l'affaire. » Tommy avait l'air perplexe, mais Miss Marple lui tapota simplement le bras et ne dit rien de plus. Au presbytère, Madame Clément continuait de souffrir sous la pression. Elle confia à Mademoiselle Marple lors d'une visite discrète. « Je ne peux m'empêcher de penser que M. Carston attendait quelqu'un. Il semblait si sûr de lui, si serein. Et puis, oh, Jane, que tout cela finisse si mal dans notre jardin. » Miss Marple, avec sa douce patience, la rassura. « Ma chère Griselda, les jardins ont été témoins de bien des choses. Joie, tristesse et même méchanceté. Mais ne vous en voulez pas. Ce n'est pas la faute du sol si les mauvaises herbes poussent parmi les fleurs. Le vicaire lui-même parla plus gravement. J'ai peur pour Lily. Elle est trop fragile pour une telle pression. Et pourtant, la vérité doit éclater, aussi douloureuse soit-elle. » Miss Marple hocha la tête. La vérité, oui. Mais il faut être sûr que c'est la vérité, et pas seulement ce qui semble commode. Le moment le plus révélateur eut peut-être lieu en fin d'après-midi, alors que Miss Marple revenait de la poste. Elle aperçut M. Ashcroft parler doucement avec Lily près du portail du cimetière. Son ton était pressant, sa main se posant brièvement sur son bras. Lily, effrayée, secoua la tête avant de s'éloigner précipitamment. Ashcroft jeta un rapide coup d'œil autour de lui, puis s'éloigna dans la direction opposée, le visage tendu. Miss Marple, s'arrêtant près de la haie, parut admirer les roses. En vérité, son esprit s'emballa. Que pouvait bien avoir à faire à ce respectable notaire une servante effrayée, accusée de meurtre? Lui offrait-il du réconfort ou un avertissement? Ce soir-là, seule dans sa chaumière, Miss Marple réfléchissait aux révélations de la journée. Les secrets, elle le savait, commençaient à refaire surface comme des pierres dans un champ labouré. L'aveu de Madame Bantry, l'histoire de la tasse de thé racontée par l'aubergiste, l'inquiétude d'Ashcroft. Tout cela n'était qu'un fragment d'un tout plus vaste. Et pourtant le schéma restait incomplet. Elle repensa au portail du jardin, au sourire plein d'espoir de Carston, au verre intact. Il attendait quelqu'un, certain qu'il viendrait. Mais qui? Le village était rempli de motivation, de jalousie, de ressentiment, et même de peur. Mais un seul aurait eu l'opportunité et la présence d'esprit d'utiliser le poison avec autant d'habileté. Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles claquant doucement dans la pièce silencieuse. « Les gens sont très semblables, murmura-t-elle, qu'ils soient à la ville ou à la campagne, jeunes ou vieux. Ils agissent par amour, par cupidité ou par orgueil, et ils pensent que personne ne les remarque. Mais on les remarque toujours, à bien y regarder. Demain, l'enquête éclate, et avec elle, d'autres secrets seront dévoilés. Et Miss Marple, la vieille fille discrète dont personne ne soupçonnait l'intelligence, observerait avec plus d'acuité que tous les autres. Le jour de l'enquête s'est levé sous un ciel d'un bleu pâle et incertain, comme si le ciel lui-même hésitait à rendre son jugement. À 9h30, la petite salle d'audience de Much Benham était bondée. Les villageois se pressaient sur chaque siège libre, le visage crispé, par l'impatience. Malgré leurs murmures polis sur les circonstances tragiques, force était de constater que St. Mary Mead a rarement connu une telle effervescence. Miss Marple arriva tôt, s'asseyant au deuxième rang, ses aiguilles à tricoter soigneusement rangées. Elle n'avait aucune intention de tricoter, car son regard bleu perçant serait plus utile à observer les visages autour d'elle. Peu de gens la remarquent,
Elle n'est qu'une vieille fille du village, calme et discrète. Cela lui convenait parfaitement. Le colonel Melchett présidait avec une solennité bourrue, tandis que l'inspecteur Slack rôdait, impatient de prouver le bien-fondé des accusations contre Lily Prentice. La jeune fille, elle, était assise, pâle et tremblante, tortillant un mouchoir sur ses genoux. Madame Clement et son mari observaient la scène avec une sympathie anxieuse, et M. Ashcroft entra avec un calme étudié, l'air soigneusement neutre. La cérémonie s'ouvrit selon les formalités d'usage. Le docteur Haydock fut appelé en premier, d'une voix assurée et professionnelle, décrivant les circonstances du décès. Les symptômes étaient compatibles avec un empoisonnement, a-t-il déclaré. Plus précisément, je pense qu'il s'agissait d'une dose de digital extraite de la digitale, une plante commune dans ces régions. Elle agit sur le cœur et provoque un effondrement. Aucun signe de maladie naturelle ne pouvait expliquer le décès soudain de M. Carston. Des exclamations de surprise parcoururent l'auditoire. La digitale leur était familière. Toutes les digitales poussaient en abondance dans les jardins de campagne. L'idée qu'une fleur aussi innocente puisse avoir un effet aussi mortel semblait glacer l'atmosphère. L'inspecteur Slack se pencha en avant avec empressement. « Une telle substance serait-elle difficile à administrer, docteur ?»« Pas du tout, » répondit Haydock. « On pouvait facilement l'ajouter à une boisson, surtout si elle contenait du sucre ou du sirop. » Tous les regards se tournèrent vers Lily, qui se rétrécit encore plus sur sa chaise. La jeune fille fut appelée ensuite. Sa voix tremblait tandis qu'elle racontait comment elle avait découvert Carston affalé sous la tonnelle, comment elle avait d'abord cru qu'il s'était évanoui. Slack la pressa vivement. « Et tu lui as servi à boire, n'est-ce pas? De la limonade ?» Lily secoua violemment la tête. « Non, monsieur, je ne lui ai jamais rien donné. Je débarrassais les tasses près de la maison quand j'ai entendu le portail grincer. Puis je l'ai vu. » L'inspecteur fronça les sourcils d'irritation. C'était pratique. Mais vous admettez que vous étiez assez près. Les larmes ont jailli des yeux de Lily. Je n'ai jamais touché à sa tasse. Le regard de Miss Marple s'adoucit. La protestation de l'enfant sonnait juste, mais la peur la rendait hésitante. Miss Marple le savait, cela pouvait suffire à la condamner. C'est alors que M. Barnes, l'aubergiste du Sanglier Bleu, fut convoqué. Son témoignage apporta le premier véritable rebondissement de la journée. « Oui, monsieur, dit-il d'un ton ferme, monsieur Carston m'a commandé une boisson spéciale cet après-midi-là, de la limonade au sirop de framboise, mais il l'a demandée dans une tasse à thé en porcelaine, avec le blason. Il a dit que c'était pour une réunion en plein air. J'ai trouvé ça étrange, mais il a payé assez cher. Et j'ai envoyé le jeune Fred la porter au presbytère. » Un murmure parcourt la salle d'audience. C'était nouveau. Slack griffonne furieusement, mais son froncement de sourcils trahit son agacement. « Dites-vous, M. Barnes a exigé du colonel Melchett que la boisson fatale ne venait pas du tout du presbytère, mais de votre auberge. »« Exactement, monsieur. Et si vous me le permettez, notre Fred jure l'avoir remis directement à M. Carston. » Tous les regards se tournèrent de Lily vers l'avocat. Pour la première fois, le sang-froid de M. Ashcroft vacilla, ses lèvres pincées en une fine ligne. La révélation provoqua une onde de choc au tribunal. Si la boisson avait été obtenue à l'auberge, Lily n'aurait pu y toucher. Elle ne s'en était pas approchée avant la mort de Carston. L'inspecteur Slack tente de se reprendre. Il ne l'exclut toujours pas, marmonna-t-il. Il aurait pu soudoyer le garçon pour qu'il ajoute quelque chose. Mais Fred, appelé à la barre, nia avec véhémence. « Non, monsieur. » M. Carston lui prit la coupe. Il ne me laissa plus y toucher. Je le vis assis sous la tonnelle, la main dans la main. Miss Marple remarqua le soulagement qui se lisait sur le visage de Lily, bien qu'il fût tempéré par la peur. Car si les soupçons ne la tenaient plus vraiment, il n'avait pas encore trouvé d'autre appui. Puis vint le témoignage d'Ashcroft lui-même. Avec une dignité irréprochable, il admit que Carston envisageait de modifier son testament. Il avait parlé de laisser un héritage substantiel à la famille de Clément, dit Ashcroft à contre-cœur, en jetant un coup d'œil au vicaire et à son épouse. Il avait également l'intention de réduire certains legs promis à d'autres. L'affaire n'était pas encore finalisée, mais il était déterminé. Il me demanda de rédiger les documents. Le colonel Melchett haussa les sourcils. « Et vous » ? « J'ai préparé des projets. Ils devaient être exécutés dans quelques semaines. Sa mort, bien sûr, les rend nuls. L'implication était claire. Quiconque était lésé par ces changements aurait pu souhaiter la mort de Carston. Miss Marple observa Madame Bantry remuer, mal à l'aise, et Madame Price Ridley pincer les lèvres avec une vive satisfaction. À la fin de l'enquête pour le déjeuner,
Les villageois bourdonnèrent de nouvelles théories. Certains affirmaient qu'Ashcroft avait orchestré le meurtre pour dissimuler une mauvaise gestion financière. D'autres murmuraient que Madame Bantry, offensée par les avances de Carston, aurait pu chercher à se venger. Quelques-uns murmuraient à propos des éléments qui auraient tiré profit du testament. Lily Prentice, bien que n'étant plus la seule suspecte, restait sous le choc. La peur m'envahissait comme un brouillard, et Miss Marple la plaignait profondément. Pourtant, elle savait aussi que la peur de la jeune fille avait une autre origine, quelque chose de non exprimé, de caché. Tout au long de la procédure, le regard perçant de Miss Marple ne manqua rien. Elle vit l'éclair de soulagement sur le visage de Madame Clément lorsque Ashcroft nomma sa famille dans le testament. Elle vit l'irritation dans les yeux d'Ashcroft lorsque le colonel Melchett le pressa, et elle remarqua que Madame Price Ridley, satisfaite de ses condamnations, regardait Ashcroft, non pas Lily, mais avec une pointe de triomphe. Tout cela était très curieux. La nature humaine, songea Miss Marple, se trahissait souvent non pas par des mots, mais par des regards qui trahissaient l'envie, le ressentiment ou le soulagement. Le coroner a conclu avec la seule décision possible d'essai par empoisonnement, administré par une ou plusieurs personnes inconnues. Aucun nom n'avait été arrêté, mais le verdict assurait que l'affaire ne serait pas close. Les soupçons se répandirent alors comme des ondes sur un étang, touchant tous les foyers. Tandis que les villageois sortaient, leurs murmures emplissaient l'air. Lily marchait, la tête baissée, Madame Clément à ses côtés. Ashcroft s'éloigna rapidement, la mâchoire serrée. Madame Bantry s'attarda, jetant autour d'elle des regards inquiets. Miss Marple, sereine comme toujours, s'avança au soleil. Elle s'arrêta devant le portail du cimetière, se laissant submerger par les bavardages. Une pièce de plus s'était ajoutée au puzzle la tasse de thé empruntée, rapportée du sanglier bleu. Elle confirmait ce qu'elle soupçonnait qu'Arston avait organisé une rencontre privée, qui n'eut jamais lieu. La question restait de savoir avec qui il avait arrangé cela, et pourquoi cette rencontre s'était-elle soldée par sa mort. Elle ajusta son châle, le regard pensif. Il y aurait d'autres révélations, mais il y en avait toujours. Mais elle sentait déjà que l'affaire tournait et que la vérité, bien qu'encore voilée, se rapprochait. Les suites de l'enquête laissèrent St. Mary Mead dans une agitation incessante. Le verdict officiel, celui d'un empoisonnement par un ou plusieurs inconnus, ne satisfait personne. Au contraire, il déstabilisa davantage les villageois, car ils aspirent à la certitude, à un nom sur lequel accrocher leurs murmures. Sans cela, le soupçon s'installa comme une fumée, s'accrochant à chaque foyer et s'infiltrant sous chaque porte. Miss Marple, évoluant discrètement parmi ses voisins, écoutait l'air chargé de fumée avec sa sérénité habituelle. Son expression était douce, son ton doux, mais son esprit était occupé par des questions plus pointues que la plupart ne le pensaient. Car si la tasse de thé, empruntée et le témoignage de l'aubergiste avaient immédiatement disculpé Lily, l'affaire était loin d'être résolue. Au contraire, elle s'était élargie en un écheveau plus complexe de motivation et d'opportunité. Il était temps, décide Miss Marple, de faire un petit test. Elle avait compris depuis longtemps que le plus sûr chemin vers la vérité n'était pas d'exiger des réponses, mais de laisser les gens se révéler. Un mot, un regard, une réaction nerveuse, tels étaient les fils qu'elle tirait. Et avec la mort d'Harold Carstone, ses fils se resserrirent rapidement. Elle commença, comme à son habitude, par quelque chose d'apparemment anodin. Un après-midi, elle rendit visite à Madame Bantry à Gorsington Hall et s'installa confortablement dans le salon, pendant que son hôtesse lui versait un Darjeeling corsé. « Ma chère Dolly, dit Miss Marple de son ton le plus doux, je repensais au pauvre Monsieur Carston. Vous disiez qu'il avait insisté dans ses attentions. Cela a dû être très inconfortable. » Madame Bantry rougit légèrement, même si elle rit. « Absurde, Jane. À mon âge, on ne prend pas ce genre de choses au sérieux. Pourtant, il insistait. » Miss Marple hocha la tête. « Les hommes peuvent être pénibles lorsqu'ils ne prennent pas un refus à cœur. J'ai connu une fille du village qui a subi des ennuis similaires. Elle lui a fermement dit d'arrêter, et le lendemain, elle a trouvé le chat de sa famille empoisonné. On peut être très méchant quand on est contrarié. » La main de Madame Bantry, fermement posée sur la théière, hésita un bref instant, une goutte de thé s'écrasant sur la soucoupe. Elle se reprit rapidement, mais Miss Marple le remarqua avec une satisfaction sereine. « Oh, Jane, vous ne voulez sûrement pas dire que Madame Bantry a commencé. » Mais Miss Marple s'est contentée d'un léger sourire. « Oh, ma chère, je ne voulais absolument rien dire. On se souvient simplement de ces petits incidents. » La conversation s'éternisa, mais le test avait été utile. L'agitation de Madame Bantry trahissait plus qu'elle ne le pensait non pas de la culpabilité,
peut-être, mais de la peur. La peur que son rejet de Carston ne se manifeste et ne la mette sous le feu des projecteurs. Le lendemain, Mademoiselle Marple se rendit au bureau de Léonard Ashcroft, portant une liasse de comptes paroissiaux sur lesquels elle prétendait demander conseil. L'avocat la reçoit poliment, malgré une certaine tension. « Vous devez me pardonner, monsieur Ashcroft, » commença Miss Marple en ajustant ses lunettes. « Je sais que ces chiffres sont insignifiants, mais on déteste se tromper. Et j'ai pensé que vous pourriez avoir un moment. Après tout, vous avez été si gentil avec monsieur Carston dans ses affaires. » Ashcroft se raidit presque imperceptiblement. « Je n'ai plus fait mon devoir d'avocate, Miss Marple. »« Bien sûr, » murmura-t-elle. « Pourtant, cela doit être extrêmement bouleversant de voir son client mourir si subitement, surtout alors qu'il s'apprêtait à modifier son testament. Les gens vont jaser, n'est-ce pas? Je me souviens, quand le vieux monsieur Pargeter a modifié son testament, ses neveux ont failli en venir aux mains dans la rue. C'était une scène terrible. » La main d'Ashcroft se crispa sur sa plume. « Je vous assure, mademoiselle Marple, que les intentions de monsieur Carston étaient entièrement les siennes. J'ai simplement suivi les instructions. » Elle sourit gentiment. « Oui, mais on s'imagine souvent que l'avocat influence son client. Très injuste, bien sûr. Pourtant, si le pauvre monsieur Carston avait déjà eu des ennemis, on peut se demander si la connaissance de ses projets n'a pas aggravé les choses. Après tout, les testaments ont le don de réveiller des sentiments qu'on croyait enfouis depuis longtemps. » L'avocat ne répondit pas, mais ses yeux vacillèrent, signe involontaire de malaise. Miss Marple laissa le silence s'installer avant de se lever. « Merci, monsieur Ashcroft. Vous m'avez été d'une grande aide. Je ne vous dérangerai plus. » Dehors, elle songea que le sang-froid d'Ashcroft n'était pas inébranlable. Sous sa surface polie se cachait la peur, semblable à celle de Madame Bantry, d'être exposée. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple croisa Lily Prentice qui marchait dans le chemin. La jeune fille, elle était pâle et déprimée, comme si le sommeil l'avait quittée depuis longtemps. « Ma chère enfant, dit doucement Miss Marple, ne te laisse pas ronger par l'inquiétude. La vérité finira par éclater comme toujours. » Les yeux de Lily se remplissent de larmes. « Mais Miss Marple, ils pensent toujours que c'est moi. Même maintenant, après ce qui a été dit à l'enquête. Et je ne sais pas quoi faire. » Miss Marple lui prit le bras avec gentillesse. « Alors, tiens bon, ma chère. Et n'oublie pas que le silence peut parfois faire plus de mal que la parole. S'il y a quelque chose que tu n'as pas dit, quoi que ce soit, il vaut peut-être mieux le dire maintenant. » La fille hésita. « J'avais bien vu quelque chose. Seulement, j'avais peur de le dire. Juste avant de trouver M. Carston, j'ai cru apercevoir l'ombre de quelqu'un près du portail, celle d'un homme, je crois. Mais en regardant à nouveau, il n'y avait rien. J'avais peur, cela me semblait impossible. Alors je n'ai rien dit. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Les ombres sont très utiles, ma chère. Elles nous indiquent où brille la lumière. » Elle n'insista pas davantage, mais cet aveu lui apporte une nouvelle pièce du puzzle. Quelqu'un s'était bel et bien présenté à cette porte, s'échappant discrètement. Ce soir-là, Miss Marple organisa une petite réunion dans son cottage, invitant Madame Bantry, Ashcroft, le docteur Haydock et Madame Price Ridley, sous prétexte de discuter des modalités d'une vente caritative paroissiale. La conversation portait en apparence sur des arrangements banals concernant les stands, le prix des billets de tombola, mais Miss Marple, avec une précision délicate, l'a orientée vers un terrain plus périlleux. « Savez-vous, dit-elle d'un ton léger, je ne peux m'empêcher de penser au pauvre monsieur Carston chaque fois que je vois des digitales, si jolis dans les massifs, et pourtant, paraît-il, si mortels si on les utilise mal. » Madame Price Ridley, toujours impatiente, s'exclama « Exactement ce que je dis depuis le début. Le poison est la seule explication. » Le docteur Haydock hocha gravement la tête. « De la digitaline, oui. Quelle habileté de l'administrer si facilement. » Ashcroft ne dit rien, mais sa main tremblait légèrement en soulevant sa tasse de thé. Madame Bantry remua sur sa chaise, les lèvres pincées. Les yeux de Miss Marple, bien que visiblement fixés sur son tricot, passèrent d'un visage à l'autre. Chaque réaction témoignait du plaisir de Price Ridley, de la certitude de Haydock, du malaise de Bantry, de la peur d'Ashcroft. Elle ne s'attendait pas à une confession, ni même à un lapsus. Ce qu'elle cherchait, et ce qu'elle trouva, c'était l'instant d'inattention où la nature humaine se trahissait. Lorsque ses invités partirent, Miss Marple resta assise tranquillement près du feu. Ses aiguilles claquèrent doucement, mais ses pensées s'emballent. Carston avait organisé un rendez-vous à la porte du jardin, rendez-vous qui n'a jamais eu lieu. Il avait commandé une boisson dans une tasse de thé empruntée, comme pour un signal privé.
Il avait jeté un regard plein d'espoir, souriant comme par anticipation. Et puis, il est mort. Les ombres s'allongeaient, le tableau se précisait. Les motivations abondent, peur, ressentiment, orgueil, jalousie. Mais au-delà de tout cela, Miss Marple sentait une main unique, froide et déterminée, qui la guidait. Bientôt, très bientôt, elle en aurait assez pour le nommer. Mais pas encore. Le moment n'était pas encore venu. Elle plia soigneusement son tricot sur ses genoux, les yeux rivés sur le feu. L'épreuve finale avait commencé, et dans sa lueur, le véritable meurtrier allait bientôt se révéler. Le village de St. Mary Mead se réveilla le lendemain matin, toujours en proie à des rumeurs au sujet de l'enquête. Les soupçons s'étaient déplacés, tel un oiseau agité, de Lily Prentice à Leonard Ashcroft, puis avaient brièvement volé vers Madame Bantry pour enfin se poser, mal à l'aise, sur personne en particulier. Chaque villageois avait sa théorie préférée, et pourtant aucune ne collait parfaitement. Miss Marple, quant à elle, passait sa matinée, comme d'habitude, assise près de sa fenêtre, à tricoter tranquillement, son esprit vif organisant les bribes de conversation et les détails en un motif invisible aux yeux des autres. Le portail du jardin, la tasse de thé empruntée, l'expression pleine d'espoir d'Harold Carstone, l'ombre murmurée que Lily avait aperçue. Tous ces fragments, elle le savait, pointent vers une seule et même vérité. Dans l'après-midi, elle avait décidé. Il était temps. La vérité ne pouvait pas s'envenimer. Les innocents devaient être épargnés et les coupables révélés. Pourtant, elle connaissait aussi l'importance de la délicatesse. Un meurtrier, une fois acculé, pouvait être imprévisible. Elle devait le faire sortir avec précaution et devant témoins. Ce soir-là, Miss Marple persuada le vicaire et son épouse d'organiser une petite réunion au presbytère. L'excuse était simple, remercier les voisins pour leur soutien durant ces jours difficiles. Mais pour Miss Marple, c'était la scène sur laquelle se jouait le dernier acte. Autour du salon se rassemblèrent le colonel Melchett, l'inspecteur Slack, le docteur Haydock, Madame Bantry, Madame Price Ridley, Leonard Ashcroft et, bien sûr, Lily Prentice, pâle mais plus calme sous la main douce de Madame Clément. Le thé fut servi, la conversation tendue. Chaque invité savait que le but de la réunion était autre chose que de la gratitude, même si aucun ne l'exprima à voix haute. Miss Marple, assise près du feu, ses aiguilles à tricoter brillamment faiblement, attendit que les tasses soient au rempli et que le silence s'installe. Puis elle parla, d'une voix douce mais porteuse. « Mes chers amis, je crains que nous ayons tous été profondément bouleversés par la mort du pauvre M. Carstone. On a beaucoup parlé et beaucoup critiqué ceux qui ne le méritaient pas. Je pense qu'il est juste que la vérité soit enfin dite clairement. » L'inspecteur Slack s'assit avec empressement. Et quelle vérité cela pouvait-il bien être, Miss Marple? Miss Marple sourit faiblement. La vérité sur le meurtre d'Harold Carstone. Un murmure parcourt la pièce. Madame Bantry halta. Madame Price Ridley serra son châle, et Ashcroft se raidit. Madame Marple leva doucement la main. « Voyez-vous, poursuivit-elle, l'affaire est bien simple si l'on considère les détails. Harold Carstone commanda une boisson directement du Blue Board, car il buvait rarement de la limonade. Plus curieux encore, il la demanda dans une tasse à thé, et pas n'importe laquelle, mais une tasse à l'effigie de l'auberge. Pourquoi? Un signal, bien sûr. Il avait organisé un rendez-vous secret et souhaitait marquer la tasse pour que son invité puisse la reconnaître. Elle marque une pause, laissant son regard se poser brièvement sur chaque visage. Il était assis sous la tonnelle de rosier, attendant. Lily entendit le portail du jardin grincer. Madame Clément remarqua son regard dans sa direction, un sourire plein d'espoir. Il attendait quelqu'un de précis, quelqu'un en qui il avait suffisamment confiance pour boire avec lui. Et c'est dans cette même coupe qu'il prit le poison. Le colonel Melchett fronça les sourcils. Mais qui, Miss Marple? Qui attendait-il? Ah, dit Miss Marple, ses aiguilles claquant doucement. Telle est la question. Au début, il semblait possible que ce soit Lily, mais sa peur était trop sincère, son innocence trop évidente. On aurait alors pu supposer qu'il s'agissait de Madame Bantry, qui l'avait fait venir avec attention. Mais sa crainte était celle du scandale, non de la culpabilité. Quant à M. Ashcroft, il s'était disputé avec Carstone, certes, mais il n'aurait guère osé recourir à une méthode aussi maladroite, susceptible de jeter le doute sur sa profession. Ashcroft ouvrit la bouche pour protester, mais Miss Marple le fit taire d'un regard bienveillant. « Non, cher monsieur, vous n'êtes pas le méchant ici. Votre secret était simplement que vous craigniez que l'ingérence de Carstone dans vos affaires ne soit révélée.
C'est une toute autre histoire. » Elle tourna son regard vers Madame Price Ridley, dont les lèvres s'entr'ouvrirent de stupeur. « Vous, madame, avez toujours été persuadée qu'il s'agissait de poison, bien avant que les médecins ne le déclarent. Une information curieuse pour quelqu'un qui n'avait pas suivi de formation médicale. Et vous, surtout, risquiez de perdre un héritage si le Nouveau Testament de Carston était complété. Il avait parlé ouvertement de réduire votre part. » Madame Price Ridley bégayait. Je l'ai entendu des autres. Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, ma chère, vous le saviez, car vous étiez là. Vous l'avez rencontré à la grille du jardin, comme convenu. La tasse de thé empruntée était votre signal, et il vous l'a offerte galamment. Vous l'aviez déjà préparée avec de la digitale, un poison que tout jardinier de village sait pouvoir tirer des feuilles de digitale. Vous pensiez que personne ne vous avait vu filer. Et en effet, seule Lily avait aperçu votre ombre. Vous la pensiez trop timide pour parler. » La salle retenait son souffle. Le visage de Madame Price Ridley devint blanc comme la craie, ses doigts crispés sur son châle. Le colonel Melchett aboya. « Est-ce vrai, madame ?» Pendant un instant, elle sembla sur le point de nier. Puis, dans un accès de colère, elle s'écria « Il m'aurait ruiné !» Après tout ce que j'avais fait pour lui, toutes ces années d'amitié, il s'était moqué de moi. Il s'était moqué de moi. Je ne me laisserai pas rejeter comme une mendiante. Des halètements emplirent presque la pièce. Madame Bantry serrait ses perles, Lily laissa échapper un petit sanglot, et Ashcroft laissa échapper un soupir. L'inspecteur Slack bondit en avant, mais Madame Price Ridley s'affaissa sur sa chaise, tremblante. La voix de Miss Marple reste douce. C'est toujours l'orgueil en fin de compte. Ni la cupidité, ni la haine, mais l'orgueil blessé qui pousse les gens à des actes désespérés. Vous pensiez que personne ne vous soupçonnerait, vous, une dame âgée et respectée dans la paroisse. Et pourtant, la nature humaine se trahit. Vous avez parlé trop tôt de poison, vous avez trop protesté contre la culpabilité de Lily, et dans votre empressement, vous avez révélé le crime même que vous cherchiez à dissimuler. Le colonel Melchett se leva lourdement. Cela suffira. Madame Price Ridley, je crains que vous deviez nous accompagner. Les protestations de la femme s'étaient réduites à des murmures entrecoupés. Elle se laissa entraîner, sa présence autrefois redoutable réduite à une pitoyable fragilité. Pendant un long moment, le silence régna, puis Madame Bantry laissa échapper un rire tremblant. « Eh bien, Jane, tu as encore frappé. Nous étions toutes dans le mauvais sens, et, comme toujours, nous tricotons en silence, comme toujours, nous l'avions compris. » Miss Marple sourit modestement. « Il suffit d'observer, ma chère. On dit souvent la vérité, si seulement on sait écouter. » Lily la regarda, la gratitude transparaissant à travers ses larmes. « Vous m'avez sauvée, Miss Marple. Je ne sais pas comment vous remercier. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Pas besoin de remerciements, ma chère. Souviens-toi seulement que les ombres ne sont pas toujours aussi effrayantes qu'elles le paraissent. » Le rassemblement se dispersa lentement, chacun apprivoisé, assagi. Les rumeurs reprennent, bien sûr, mais pour l'instant, soulagement et malaise se mêlent à parts égales. Plus tard, seule dans son cottage, Miss Marple laissa tomber son tricot et contempla la ruelle tranquille. St. Mary Mead retrouverait bientôt son rythme habituel, avec les garden parties, ses thés paroissiaux et le bourdonnement incessant des petits scandales. Pourtant, sous tout cela, persistait le souvenir que même dans le village le plus paisible, les passions humaines pouvaient s'échauffer avec autant d'intensité que partout ailleurs. Le meurtre, murmura-t-elle doucement, n'est jamais loin de l'orgueil, de l'envie ou de l'amour. Et les gens, mes chères créatures, croient toujours se cacher alors qu'ils sont le plus visibles. Elle reprit ses aiguilles, leur léger cliquetis résonnant dans le silence. Pour Miss Marple, la vie reprit son cours paisible, même si elle savait pertinemment que tôt ou tard, une autre énigme se présenterait à sa porte silencieuse. Dans les jours qui suivent l'arrestation de Madame Price Ridley, le village de St. Mary Mead tente de se redresser, tel un bateau trop incliné dans la tempête. Apparemment, la routine reprend. Le boulanger disposait encore ses pains à l'aube, la postière triait toujours le courrier avec un soin méticuleux, et les cloches de l'église continuaient de sonner fidèlement. Mais sous ces rythmes ordinaires se cachait une tension nerveuse, le calme inquiétant qui suit l'orage. Car les ragots, bien que abondants, étaient désormais teintés de malaise. C'était une chose de murmurer un meurtre en théorie, c'en était une autre de le voir prendre racine dans son propre jardin, commis par un voisin longtemps considéré comme respectable. Madame Price Ridley, après tout, avait été un pilier de la vie du village acerbe, opiniâtre,
une présence aussi durable que le clocher de l'église. Qu'une telle femme ait siégé parmi eux pendant toutes ces années, nourrissant un orgueil si sombre qu'il se muait en poison, troublait même les commères les plus audacieuses. Au sanglier bleu, les voix se mirent à baisser dès qu'on prononça son nom. Elle disait toujours qu'elle était trop sûre de tout, murmura l'un des fermiers. Ne jamais laisser un homme prendre la parole. Quelle orgueilleuse elle était. Madame Hartnell, ramassant ses courses, dit à Madame Bantry en frissonnant. « Je ne lui ai jamais fait confiance, pas une seule fois. Je la pointe toujours du doigt. Vous savez ce qu'on dit, l'accusateur le plus bruyant a souvent le plus à cacher. » Madame Bantry, bien que savourant le drame, avoua en privé à Miss Marple qu'elle était bouleversée. « Jane, elle était des nôtres. J'ai dîné avec elle, organisé des fêtes avec elle, écouté ses incessantes plaintes. Et pendant tout ce temps, je n'arrive tout simplement pas à y croire. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « C'est toujours comme ça, ma chère. On imagine la méchanceté comme quelque chose d'exotique, propre aux étrangers, mais la nature humaine est bien constante. L'orgueil, le ressentiment, la jalousie, tout cela fleurit dans tous les sols, même dans les parterres de fleurs impeccables de St. Mary Mead. Le presbytère, lui aussi, respirait plus facilement, la réputation de Lily étant blanchie. Madame Clément veillait sur la jeune fille qu'avec une sollicitude maternelle, lui pressant du thé chaud et des sandwichs, comme si la nourriture seule pouvait effacer le souvenir de ses soupçons. « Pauvre enfant, murmura-t-elle, pensez à tout ce dont tu as souffert, et si injustement. » Lily, pâle mais plus calme, murmura sa gratitude. « C'est Miss Marple qui m'a sauvée. » Tous les autres pensaient au pire. Le vicaire lui-même s'adressa gravement à Miss Marple lors de sa visite. « Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez épargné la ruine à une jeune fille innocente, et vous nous avez montré à tous le danger d'un jugement hâtif. » Miss Marple sourit modestement. « Ce n'était qu'une petite observation, Léonard. J'ai toujours trouvé que les gens en disent plus qu'ils ne le pensent, si on les écoute. » Le vicaire inclina la tête. Pourtant, c'était autant du courage que de l'observation. Je ne pense pas que quiconque aurait pu faire éclater la vérité au grand jour. Léonard Ashcroft, bien que blanchi de tout acte répréhensible, ne s'en sort pas indemne. Sa réputation d'avocat demeura intacte, mais les rumeurs de ses querelles avec Carston persistèrent. Il se retira quelque peu de la société villageoise, marchant les yeux baissés et évitant les longues conversations. Miss Marple le rencontra un après-midi près du cimetière. « Ne vous laissez pas trop peser, monsieur Ashcroft, dit-elle doucement. Nous ne sommes pas à l'abri des rumeurs. Elles passent plus vite qu'on ne le pense. » Il lui adressa un sourire pâle. « Peut-être, Miss Marple. Pourtant, je ne peux me défaire du sentiment d'avoir failli à mon devoir. Si j'avais refusé Carston plus fermement, peut-être. » Miss Marple secoua la tête. « Nous ne sommes pas responsables de l'orgueil d'autrui. » Harold Carston a semé la discorde. Madame Price Ridley a simplement laissé son ressentiment s'accroître sans retenue, jusqu'à devenir mortel. Ashcroft soupira, mais parut un peu réconforté. Au cours d'un thé à Gossington Hall, Madame Bantry songea avec un mélange de délectation et d'inquiétude. « Imagine, Jane, comme j'ai failli être entraîné dans cette histoire. Si Carston avait révélé publiquement pourquoi, on aurait pu croire que j'avais des raisons suffisantes. » Miss Marple sourit faiblement. « Oui, ma chère, c'est souvent le cas. Les mobiles sont rares. Mais la culpabilité est plus particulière. On l'aperçoit dans les petites choses, un lapsus, un tremblement de main. » Madame Bantry frissonna. « Et dire que tout cela avait commencé par une garden party. J'ose dire que je ne verserai plus jamais de limonade sans frissonner. » « La limonade est tout à fait innocente, Dolly, » dit Miss Marple avec des yeux pétillants. « Ce sont les gens qui sont dangereux. » Au fil des semaines, la tragédie s'estompa. Les haies furent taillées, les rosiers taillés, l'été repris. L'Institut des femmes se réunit à nouveau, son ordre du jour rempli de préoccupations ordinaires lot de tombola, concours de confiture et l'éternel débat sur le juste prix du tourteau de graines. Pourtant, sous le bavardage se cachait une subtile mise en garde. Les voisins se regardèrent plus attentivement, pesant leurs mots avant de parler. L'orgueil avait été démasqué comme mortel, et la leçon ne fut pas facile à oublier. Lily retourna à ses occupations, toujours timide, mais désormais considérée avec sympathie plutôt qu'avec suspicion. Madame Clément la prit sous sa protection spéciale, veillant à ce qu'elle ne soit pas abandonnée au ragot. Le colonel Melchett reprit ses occupations avec un soulagement bourru, déclarant l'affaire définitivement réglée. L'inspecteur Slack, bien que secrètement irrité que Mademoiselle Marple l'ait une fois de plus déjoué, se consolait en considérant cette arrestation comme une victoire pour la police.
et Miss Marple elle-même, elle restait comme toujours, la vieille fille tranquille du village, arpentant doucement les ruelles, saluant ses voisins de la tête, tricotant dans son salon ensoleillé. Pourtant, ceux qui la connaissaient bien, Madame Bantry, le vicaire et le docteur Haydock, comprenaient que sous son regard doux se cachait une intelligence aussi vive qu'une lame. Un soir, alors que le crépuscule s'installait sur les toits, Miss Marple était assise à sa fenêtre, observant les hirondelles filer dans le ciel. Le jardin, dehors, embaumait les roses, les mêmes qui avaient vu les derniers instants d'Harold Carstone. Elle y réfléchit en silence, sans triomphe. Le meurtre, murmura-t-elle, n'est jamais loin, même dans les endroits les plus paisibles. Il commence par de petites choses, une insulte, un affront, une vanité blessée. Si on ne s'en occupe pas, ces choses poussent comme des mauvaises herbes jusqu'à étouffer tout le reste. Et puis, un jour, la mauvaise herbe fleurit et donne la mort. Ses aiguilles à tricoter claquèrent doucement, tandis qu'elle terminait un rang. « C'est toujours de la fierté », ajouta-t-elle pensivement. « L'orgueil est la graine de tant de tragédies. » À la fin du mois, St. Mary Mead avait retrouvé son calme habituel. Personne de l'extérieur n'aurait pu deviner la tempête qui s'était apaisée. Des enfants jouaient dans les ruelles, les cloches des églises sonnaient, les jardins fleurissaient. Pourtant, ceux qui avaient vécu cette période conservaient la certitude que même derrière le portail le plus soigné, des secrets pouvaient se cacher. Seule Miss Marple semblait parfaitement sereine. Pour elle, cette liaison n'était qu'un exemple de plus de l'infinie diversité de la nature humaine. Tragique, certes, mais aussi inévitable. Elle plia soigneusement son tricot, retira ses lunettes et se prépara à aller se coucher avec la sérénité de celle qui comprend trop bien le monde pour s'en laisser surprendre. Ainsi, tandis que le village exhalait un soupir de soulagement, Miss Marple songea avec une douce certitude que ce ne serait pas la dernière fois que son regard paisible serait nécessaire. La folie et l'orgueil humain étaient inépuisables, et tôt ou tard, ils finiraient par refleurir en crime. Mais pour l'instant, St. Mary Mead dormait sous le ciel calme de l'été, ses secrets, pour le moment, enterrés.